Bonjour YouTube, séance de questions d'actualité au gouvernement du 18 février 2026. J'espère que vous allez bien. Séance sous le temps maussade d'une tempête et d'une Bonjour à pluie à tous, n'en la plus séance finir. est ouverte. Et on y va. Bonne séance à vous. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs Oula. les députés, mes chers collègues, avant d'aborder la séance Oula. des questions au gouvernement, je voudrais qu'on ait une pensée pour messieurs Thibaut Breteau, Maxime Pilitieri et Sophie Fleurquin. C'est avec une vive émotion que nous avons appris le décès au Levant dans le cadre de l'opération Chamal du sergent-chef Thibaut Breteau. Il est décédé ce lundi, il avait 33 ans. La semaine dernière, dans le Puy-de-Dôme, un tragique accident lors d'un hélitreuillage a lui aussi emporté la vie de 2 de nos sauveteurs. Maxime Pilitieri, sapeur-pompier de 36 ans, et Sophie Fleurquin, médecin urgentiste et engagée également comme médecin sapeur-pompier volontaire. Elle allait fêter ses 31 ans. Thibaut Breteau, Maxime Pilitieri, Sophie Fleurquin. Tous trois avaient fait le noble choix du service et de l'engagement. En votre nom, je veux exprimer la solidarité indéfectible de l'Assemblée nationale à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à leurs collègues. À travers eux, nous honorons également le dévouement de nos forces armées et de sécurité, de nos pompiers, de nos soignants, qui risquent leur vie pour sauver les nôtres, en France comme à l'étranger. Alors, mes chers collègues, en signe d'hommage, je vous demande d'observer une minute de silence. Voilà, pour une fois, l'Assemblée nationale qui est dans son rôle à honorer les morts de celles et ceux qui le valent vraiment. Paix à leurs âmes, effectivement, comme tu dis dans le chat. Je vous remercie. Et donc, on va pouvoir y aller. Donc, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. 2 minutes la première par va être intervenant. posée par Monsieur Didier Lemaire du groupe Horizon et Indépendants. Et une réplique, c'est le temps de parole n'est pas écoulé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Ministre de la Transition écologique. Permettez-moi d'abord, au nom du groupe Horizon et Indépendants, de me joindre à la minute de silence, Madame la Présidente, que vous venez d'exprimer, mais aussi exprimer notre solidarité envers les milliers de sinistrés et victimes des intempéries actuelles. Je remercie et salue l'engagement sans faille de tous ceux qui luttent sur les fronts des intempéries. Permettez-moi aussi de dire ma colère face à cette situation. Une colère lucide devant l'ampleur du désastre et l'urgence à agir. Les faits d'abord, vous les connaissez. Des intempéries exceptionnelles et généralisées, la prochaine se profile déjà. Une citation ensuite, qui résume tout, d'une climatologue, Françoise Vimeux. Nous ne reviendrons pas au climat d'il y a 20 ou 30 ans. Les inondations deviennent la norme dans certaines régions. C'est brutal, exact, inéluctable. Oui, il y a urgence de régler les problèmes, car le système a clairement ses limites. Tout cela participe à la défiance croissante de nos concitoyens sur notre capacité à trouver des solutions et à être crédibles dans ce que nous disons publiquement. Je connais les arguments, les contraintes juridiques, les lenteurs administratives, la question complexe des assurances, la GEMAPI votée il y a plus de 10 ans, etc. Des explications techniques et vraies, certes, mais qui sonnent comme des excuses. Car la nature, elle, se moque de nos lois. Elle frappe et elle frappe fort. Je comprends les commentaires des habitants. Ils attendent de l'État qu'il les défende. Je n'attaque pas, bien évidemment, le gouvernement, mais je nous interpelle et mets collectivement en cause. Qui fait quoi aujourd'hui? Personne ne le sait vraiment. On ne comprend plus tous les freins environnementaux qui oublient que la priorité absolue, notre priorité absolue, est de protéger les vies puis les biens. Monsieur le ministre, j'en demande beaucoup, je le sais, mais l'enjeu est colossal. Il est de s'atteler à ces nouveaux travaux d'Hercule. Nous n'en sommes plus au stade du Beauvau de la sécurité civile. C'est un Grenelle de la protection des populations, facilitateur et simplificateur que nous devons lancer. Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous au regard de cette urgence? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Mathieu Lefèvre, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente. Vous voulez une réponse courte? On va rien faire. Monsieur le député Lemaire, permettez-moi d'abord d'adresser la solidarité du gouvernement à l'endroit
des personnes décédées suite à cette tempête, puisqu'on dénombre 3 décédés et une personne disparue. Et également de remercier l'ensemble des forces de l'ordre, des forces de sécurité qui concourent à protéger nos concitoyens, les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des associations de sécurité civile. Merci pour le follet. Et bienvenue. Monsieur le député, vous avez évoqué la colère. La colère, elle est légitime parce que l'épisode est long et parce que dans de nombreux départements, il se répète à raison du dérèglement climatique. J'étais moi-même ce matin à Saintes. Les habitants ont vécu des inondations à 5 reprises depuis 2021. Je voudrais également saluer le rôle majeur des élus locaux qui sont en première ligne, aux côtés des sinistrés et pour qui l'État a évidemment toute considération et pour qui l'État fait tout pour les aider. Monsieur le député, vous évoquez ensuite des questions plus prospectives. Il y a d'abord l'urgence de la mise à l'abri des populations, l'urgence qui viendra ensuite de l'indemnisation et de la reconstruction. Le gouvernement va tout faire pour accélérer les processus de reconnaissance de catastrophes naturelles pour que les Français puissent être indemnisés. Mais ensuite, monsieur le député, vous avez raison et je salue votre engagement parce que vous êtes président de l'association de catastrophes naturelles et technologiques de prévention. Les réponses que l'on doit fournir à plus long terme sont des réponses d'adaptation. C'est ce que l'on fait au travers du plan d'adaptation au changement climatique. C'est ce que l'on fait au plan local avec les programmes d'action et de prévention des inondations pour construire demain différemment, peut-être pour délocaliser certaines activités, évidemment en le faisant en concertation, en consultation avec l'ensemble des élus locaux et bien entendu des habitants, en faisant preuve de sobriété foncière et puis également en se préparant à travers la résilience. Et c'est tout le sens de l'engagement qui est le vôtre, notamment au travers de la journée pour la résilience que le gouvernement a mise en place et qui est un jalon indispensable pour se protéger. Merci après les beaucoup, numéros verts, monsieur on le va créer des ministre. journées spéciales. Voilà. La parole est à présent à Madame Mériana Red Arbelot pour le groupe GDR. Et on va rien faire. Allez, les communistes Madame et les la ultramarins. Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Yaorana. 39 000 retraités de la fonction publique en Outre-mer perçoivent l'indemnité temporaire de retraite. Cette indemnité compense la cherté de la vie, mais surtout des pensions civiles dont le taux de remplacement plafonne entre 37 et 54% selon le territoire, contre 74% en hexagone. Pour en bénéficier continuellement, ils ne doivent pas s'absenter de leur territoire plus de 90 jours cumulés par an. Au-delà, leur indemnité est suspendue. Voilà pourquoi elle est dite temporaire, car elle n'est pas acquise une fois pour toutes. La règle est audible, les méthodes bien moins. En effet, chaque année, les retraités doivent prouver qu'ils sont restés sur leur territoire en transmettant des justificatifs parfois impossibles à obtenir sur nos îles éloignées, sans Internet et sans accompagnement. Pour beaucoup, ces démarches sont angoissantes, voire humiliantes, et ils finissent par baisser les bras. Là des procédures, faute de documents, ils renoncent même à leur indemnité. D'autres la voient suspendue, considérée comme absent de leur territoire pour une simple baisse de consommation sur leur facture d'électricité demandée comme justificatif. Aller visiter ses enfants, ses petits-enfants ou se faire soigner sont pour vous tous des situations ordinaires. Eh bien, en Polynésie aussi, à la différence qu'il faut parfois changer d'île ou d'archipel. C'est quitter sa maison, mais pas son territoire. Pourquoi ne pas substituer aux justificatifs multiples une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire attestant de ses présences et absences, l'administration conservant la faculté d'effectuer tout contrôle a posteriori. Cette mesure réaffirme le principe de présomption de bonne foi reconnu en matière fiscale selon lequel les déclarations des administrés sont réputées sincères jusqu'à preuve du contraire. Nos aînés ont servi l'État et méritent considération. Madame la ministre, la République fera-t-elle enfin le choix de la confiance et de l'équité pour tous ses retraités ? Merci encore beaucoup, une Madame la députée. discrimination La pour les parole est à Françaises et les Madame Français Naïma vivant dans Moutchou, les ministre Outre-mer. en charge des Outre-mer. Elle est belle, notre République, faite de discrimination. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Red Arbelot, vous évoquez un sujet important sur lequel vous êtes particulièrement engagée. Vous étiez mobilisée dans le cadre de la mise en extinction progressive de ce mécanisme de l'ITR à l'époque. Dispositif important, et vous l'avez dit, c'est vrai, c'est ce complément de retraite qu'on verse à des fonctionnaires dans 6 territoires ultramarins. Et en Polynésie française, ce sont environ 5000 personnes qui sont concernées. Et c'est la compensation face à la cherté de la vie. Donc, c'est un mécanisme important. Vous m'interrogez sur les modalités de contrôle.
Et vous avez raison, Madame la députée, puisque le centre de gestion des retraites depuis 2023 qui est situé à Papeete a fermé. Et depuis lors, les usagers doivent s'adresser au centre de gestion de Rennes-Fougères en Bretagne, ce qui effectivement implique un certain nombre de désagréments. Voilà ce que c'est que d'abord, la supprimer des réforme est postes de accompagnée d'une fonctionnaires. dématérialisation des procédures, ce qui est une avancée des Françaises et pour des Français certains dans les publics, Outre-mer mais pas qui pour doivent tous. venir Et en je pense notamment métropole quand ils sont aux éloignés plus âgés, qui sont d'Internet et éloignés qui doivent effectivement venir à du Fougères en numérique. Bretagne. Certains peuvent avoir du mal à fournir les pièces qui sont demandées, vous l'avez très bien expliqué. Et puis, les modalités de contact téléphonique elles-mêmes sont compliquées compte tenu du décalage horaire. Ce qui est une vraie problématique, même si le Haut-Commissariat, que je remercie, a mis en place un pré-accueil physique pour permettre de répondre à certaines demandes pour quelques usagers, pour quelques demandeurs. Mais effectivement, ça n'est pas suffisant. Vous avez fait état de propositions, Madame la députée. Je voudrais, à mon tour, vous proposer que nous puissions nous réunir, que nous puissions prendre un temps de travail autour de ces pistes d'amélioration, avec vous-même bien sûr, avec les autres parlementaires, puisque plusieurs territoires sont concernés, avec les ministères également impliqués, ministère des comptes publics, ministre de la fonction publique aussi, qui sont également sensibles à cette problématique pour que nous puissions effectivement travailler ensemble et proposer des améliorations à ces publics particulièrement fragilisés. Et on va gagner du temps plutôt que de faire des réunions de travail. Vous ouvrez le centre à Papeete et c'est réglé. Merci Madame la Présidente. Ces contrôles sont fixés donc par décret. Un décret se modifie. Vous pouvez changer l'avis de certains de nos aînés. C'est à vous de décider. Aussi, c'est une autre solution. La parole est à présent à Monsieur Pierre-Henri Carbonel pour le groupe UDR. Allez, on commence la partie chiante avec les deux questions chiantes. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, le 9 février dernier, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Montauban, son président a lancé une alerte grave. Je le cite, « Le sous-dimensionnement de l'offre de soins psychiatriques en Tarn-et-Garonne peut faire perdre l'utilité et l'effectivité des peines que nous prononçons. Ces mots ne sont pas une formule, ils décrivent une réalité. Comment prétendre lutter contre l'insécurité, prévenir la récidive, responsabiliser les délinquants si les obligations de soins décidées par la justice ne peuvent tout simplement pas être exécutées faute de structures et de praticiens. Dans le Tarn-et-Garonne, la situation est claire. Aucune clinique privée n'assure de prise en charge psychiatrique. Toute l'offre de soins repose sur le centre hospitalier de Montauban, déjà confronté à un déficit structurel de médecins et à la fermeture de lits. Dans le même temps, nous le savons, les besoins explosent. Ce décalage entre la décision judiciaire et sa mise en œuvre concrète fragilise tout l'édifice pénal. Une peine qui ne peut être exécutée perd de sa portée. Une injonction de soins sans soins effectifs devient un affichage et c'est la crédibilité de l'autorité judiciaire qui vacille. Alors même que le gouvernement affirme faire la santé mentale une priorité nationale, nos territoires ruraux restent les angles morts de cette ambition. Alors, Madame la ministre, quelles mesures concrètes entendez-vous prendre en coordination avec le ministère de la Justice pour garantir dans les départements sous-dotés les moyens humains et financiers nécessaires à l'exécution effective des obligations et injonctions de soins prononcées par l'autorité judiciaire? Envisagez-vous des dispositifs spécifiques de renfort, d'incitation ou de contractualisation pour assurer la continuité de la décision du juge de la prise en charge sanitaire? À l'heure où nos concitoyens exigent fermeté et efficacité, notre hôpital public ne peut être le maillon faible de la réponse pénale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Pierre-Henri Carbonel. Merci pour votre question qui pose la question de l'offre de soins psychiatriques, notamment pour les personnes en situation de délinquance. Je voudrais rappeler ici que la délinquance n'est pas à confondre avec une pathologie psychiatrique, mais quand une pathologie est reconnue, elle doit pouvoir être prise en charge. Voilà. Avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, pour améliorer cette prise en charge, nous travaillons d'une part à développer des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA. Nous travaillons à développer des équipes mobiles transitionnelles qui sont financées par les fonds d'innovation d'organisation en psychiatrie. C'est aussi travailler, et en tant que ministre de la Santé, j'insiste sur ce point, c'est travailler sur la prévention. Sur ce point, nous avons une stratégie de lutte contre la délinquance avec des mesures d'information pour les parents et les jeunes avec des lieux d'écoute qui sont en augmentation.
Il y a la consolidation des maisons des adolescents, 125 sur le territoire, que nous poursuivons à consolider. Nous avons aussi poursuivi l'augmentation des consultations jeunes consommateurs qui ont des troubles addictifs, puisqu'on sait qu'il peut y avoir un lien important, les troubles addictifs chez les jeunes et le développement de pathologies psychiatriques. Pour cela, nous allons d'ailleurs lancer une grande campagne de communication sur certaines des addictions, notamment les plus fréquentes. Voilà, des campagnes de com, enfin, c'est un financement qui s'associe. Vous savez que dans le PLFSS a été voté des mesures sur la psychiatrie à hauteur de 65 millions d'euros pour cette année supplémentaire santé mentale. C'est des vrais engagements avec plus de professionnels formés et une offre de soins qui va progressivement augmenter sur le territoire. Pour à peu près 200 millions en moins pour les filières de la santé mentale. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Voilà. Encore une fois, l'arbre qui cache la forêt. La parole est à présent à Monsieur Roger Chudeau pour le Rassemblement national. Allez, on a fait la moitié de la parenthèse chiante. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, tout le monde le sait, notre système éducatif connaît depuis des décennies un décrochage silencieux, un naufrage honteux dont les conséquences peuvent s'avérer redoutables pour l'avenir de notre pays. Cette situation alimente l'inquiétude des familles, alerte le monde économique, la direction du Trésor, le Haut Commissariat à la stratégie et au plan s'en inquiète, le patronat se désole, le PDG de Safran parle même de bombe à retardement. La maison brûle, mais vous ne trouvez rien de mieux à faire que de supprimer plus de 4000 postes d'enseignants pour la rentrée prochaine. Vous en êtes d'ailleurs tellement fiers que vous avez ordonné au DAZEN de ne pas publier les chiffres durant les municipales. Le signal politique que vous envoyez avec ces fermetures de classe est désastreux pour l'institution. Il signe aussi la vacuité de la politique éducative du gouvernement. Le président de la République appelle de ses voeux la réindustrialisation de la nation, du pays. Où est la mobilisation de notre appareil éducatif et de formation ? Au lieu de supprimer des postes, votre devoir ne serait-il pas plutôt de mieux les employer, d'entreprendre une rénovation de notre système éducatif, afin de préparer notre pays au défi qu'il affrontera demain? Je rappelle, le RN, je me permets de lui couper la parole. Vous faites de la comptabilité. Nous aurions pu en supprimer le double. Allez-vous me rétorquer, Monsieur le Ministre? Or, pendant le budget, le Rassemblement national pourrait être une opportunité pour améliorer le fonctionnement et les résultats de notre école. Mais là, maintenant, nous considérons quant à nous que l'éducation n'est pas une dépense de fonctionnement, mais un investissement pour l'avenir de la nation. Du reste, derrière les chiffres, chacun sait ce qui va se passer. C'est la France rurale qui, une fois de plus, va payer le prix fort et subir les conséquences des fermetures de classe. Qu'attendez-vous pour instaurer un moratoire sur les fermetures de classes en zone rurale et pour mettre enfin en place une programmation pluriannuelle de la carte scolaire, comme le préconise le RN et comme d'ailleurs certains de vos prédécesseurs s'étaient engagés? Ma question est donc simple, bien que fort rhétorique, hélas. Donc encore une fois, quand le RN aborderez-vous la question éducative, non plus d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue politique? Un peu d'ambition, que diable. Mais c'est toujours le rappeler, faire de la pédagogie. La parole est à Monsieur Édouard Geoffrey, le RN ministre de ne tient l'Éducation jamais nationale. ses promesses et ne fait que de la démagogie. Vous avez dit que votre question était rhétorique. Ma réponse va être à la fois de politique publique et par conséquent un peu technique. Pardonnez-moi. On n'a pas besoin d'applaudir. Alors, première chose, parce qu'en fait, derrière votre question, il y a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension, c'est que vous avez dit que nous ne participions pas à la réindustrialisation de la France. Je remercie par conséquent, par opposition à votre propos, tous les professeurs et professionnels qui font effectivement que nous participons à la réindustrialisation de la France. Nous avons créé ces 2 dernières années 12 000 places de voies professionnelles dans le secteur de l'industrie, rien que cela, et dans les industries du futur, le nucléaire, la cybersécurité, l'IA, etc. Ah, j'allais le dire. Vous avez ensuite pointé du doigt notre responsabilité sur les questions de démographie scolaire par rapport à la démographie générale. C'est des robots. Pardon de me répéter parce que j'ai conscience de le dire souvent. Nous aurons perdu dans le premier degré 1 million d'élèves entre 2019 et 2029. On passe de 6 700 000 à 5 700 000. Et donc, plutôt que de réduire le nombre d'enfants par classe, on va supprimer et fermer des classes comme ça. Voilà, nous perdons une génération tous les 4 ans. Qu'on investisse plus soit dans l'école. Soit on en tire des conséquences en se projetant de manière pluriannuelle, soit on se contente chaque année d'en reparler. Depuis le début, depuis mon arrivée, je n'ai pas cessé de dire qu'il fallait avoir une vision à 20 ans. Je viens de généraliser les observateurs des dynamiques rurales et territoriales à l'ensemble du territoire, car tout le territoire est touché. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait des projections à 1 an, à 3 ans, à 5 ans et à plus, à l'échelle des départements et des intercommunalités, pour précisément penser l'offre scolaire à long terme. Après, sur la question des moratoires, des fermetures de classes,
Avoir un moratoire de fermeture de classe, comme quand hier j'ai vu un élu local qui me disait « moi j'ai une classe à 4 élèves, évidemment on va devoir la fermer », je ne vois pas trop ce que ça pourrait vouloir dire, si vous voulez. Donc pardonnez-moi, mais je crois qu'il faut à la fois anticiper et puis toujours raisonner prendre des exemples tout simplement caricaturaux. en temps réel. Voilà, pardonnez-moi cette réponse un petit peu technique, mais réellement pluriannuelle, mais c'est notre métier, on ne fait pas de la rhétorique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ah, ça vole pas haut, hein, le niveau. La parole est à présent à Monsieur Carl Olive pour le groupe Ensemble pour la République. Allez, les macronistes. Madame la Présidente Braun-Pivet, Monsieur le Ministre de l'Industrie, Stellantis traverse une phase de transformation profonde dans un contexte mondial particulièrement instable pour l'industrie automobile. Oui, ils sont finis. En 2025, le constructeur a fait état de charges exceptionnelles très importantes ainsi que d'une perte nette sans précédent sur un marché qui n'a pas répondu aux attentes initiales comme l'électrique. Ces difficultés qui ont entraîné une réaction négative des marchés illustrent les défis majeurs auxquels l'ensemble de la filière automobile européenne est confrontée. Concurrence internationale accrue, revirement de la politique internationale américaine, cadre réglementaire européen exigeant, parfois déconnecté des réalités du marché. Cette verticalité est catastrophique. Cette période de tension est aussi un moment de nouvelles opportunités pour nos territoires. Dans la 12e circonscription des Yvelines, Stellantis à Poissy en représente une illustration emblématique. Né en 1937, ce site de production représente un pilier de l'industrie française. Il a compté jusqu'à 27 000 salariés, dont mon père pendant 42 ans et mes 4 frères. Simca, Chrysler a façonné l'identité de toute notre ville. L'usine demeure aujourd'hui encore un site vivant accueillant près de 2000 salariés qualifiés et 11 000 cadres sur le Green Campus. Stellantis Poissy est toujours debout grâce à une mobilisation politique sans faille. La ville, le département des Yvelines sous l'impulsion de Pierre Bédier, la région Île-de-France conduite par Valérie Pécresse ont investi largement pour accompagner l'activité industrielle du site. Alors un message d'optimisme aux salariés, l'avenir du site repose sur des bases solides, la production des modèles Moka et DS3 garantie jusqu'en 2028 par la direction et un plan d'investissement de 20 millions d'euros a été annoncé pour moderniser les lignes d'emboutissage, implanter l'économie circulaire et développer l'activité de production de pièces de rechange au ferrage. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser la nature et l'ampleur de l'engagement de l'État aux côtés du groupe Stellantis et des collectivités territoriales afin d'accompagner la transformation du site de Poissy avec un objectif clair, garantir le maintien de tous les emplois et faire de cette mutation industrielle une réussite pour les Yvelines et pour la France. Donc il y a eu beaucoup d'éléments de langage. Concrètement, Stellantis est en difficulté, il va y avoir des licenciements. Et il va falloir sortir Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carl Olive, vous m'interrogez sur la situation de Stellantis et plus particulièrement sur le site de Poissy. Bien sûr, je n'occulterai pas les annonces faites par Stellantis ces derniers jours d'une charge exceptionnelle de 22 milliards d'euros. Il y a plusieurs raisons sans doute qui l'expliquent. Sans doute n'a-t-elle pas rencontré son marché en matière de véhicules électriques sur le continent européen, mais sans doute aussi fait-elle l'objet de pertes massives de l'autre côté de l'Atlantique, puisque l'année dernière, les ventes de Stellantis aux États-Unis ont baissé de 20%, ce qui explique les difficultés que peut connaître aujourd'hui ce grand constructeur européen auquel nous sommes toutes et tous attachés. Mais sur le site plus particulièrement de Poissy, je voudrais rappeler à mon tour, d'une part, effectivement que Stellantis confirme et construit toujours sur place les DS3 et les Moka, mais qu'il se projette aussi dans l'avenir en ayant annoncé en 2026 la production pour l'avenir des pièces de rechange pour DS3, Moka et bientôt Opel. Ensuite, l'usine sera dédiée à l'économie circulaire avec le démontage, la réutilisation de pièces et donc une industrie très circulaire. Enfin, Stellantis investit 20 millions d'euros pour pérenniser l'activité industrielle du site pour les 20 prochaines années. Je veux aussi souligner le travail partenarial qui est fait avec l'IUT de Mantes, qui va regrouper des compétences sur le Green Campus. Et je sais votre implication personnelle sur ce dossier et sur ce sujet, puisque vous connaissez bien cette commune, et que par ailleurs, le préfet associe très régulièrement les organisations professionnelles, les élus locaux, les parlementaires, pour parler de l'avenir du site de Stellantis à Poissy. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame André Torigna pour le groupe La France Insoumise. La France Insoumise. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Francesca Albanese sera à jamais symbole de courage et d'abnégation.
Courage d'une rapporteure spéciale des Nations Unies qui, dès 2022, n'a cessé d'alerter sur la politique de colonisation menée par Netanyahou et depuis le 7 octobre sur le génocide des Palestiniens dans le silence complice des diplomaties occidentales. Abnégation d'une experte indépendante dévoilant un système de complicité, la mise à disposition des algorithmes, des armes, des capitaux financiers au gouvernement israélien pour anéantir Gaza et les Gazaouis. En retour, elle a été sanctionnée par Trump, sur lequel s'aligne l'Europe vassalisée, sur lequel vous vous alignez. Aujourd'hui, un réseau de propagande déforme ses propos pour obtenir sa démission. Monsieur le ministre, vous n'êtes ni expert ni indépendant. En remettant en cause l'indépendance des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, vous participez à cette odieuse entreprise de démolition médiatique sur injonction de la mandataire de Netanyahou dans cet hémicycle. Deux organismes experts et indépendants expriment leurs préoccupations face à vos déclarations. L'Association des juristes pour le respect du droit international y voit une attaque grave des mécanismes onusiens. La CNCDH rappelle que la critique des politiques d'un gouvernement, y compris celui d'Israël, relève de la liberté d'expression et ne saurait être assimilée à l'antisémitisme. L'histoire retiendra que votre gouvernement n'aura jamais agi contre les criminels qui ont assassiné près de 20 000 enfants à Gaza et affamé à mort sa population. Ceux-là même qui décident aujourd'hui d'annexer formellement la Cisjordanie avant de précipiter le Levant dans une troisième guerre du Golfe. Monsieur le ministre, un peu de décence. À défaut de sanctionner les bourreaux, rectifiez les propos inexacts que vous avez attribués à Francesca Albanese, renoncez à demander sa démission. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Annexion Madame de la la Cisjordanie Présidente, Mesdames et Messieurs troisième les guerre députés, Madame la du députée, Golfe. les fake news, ça suffit. Je n'ai ni déformé, ni troqué les propos de Madame Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations comme la justification du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, au cours duquel 51 de nos compatriotes ont perdu la vie. Alors oui, j'ai dit que ces provocations répétées appellent de sa part d'avoir la dignité de démissionner. Et cette position que j'assume pleinement ne devrait pas, Madame la députée, vous surprendre. D'abord parce qu'elle n'est pas nouvelle. L'année dernière, la France a soulevé des interrogations et a exprimé des regrets lors de sa reconduction par les Nations Unies parce qu'elle dessert cette organisation à laquelle nous sommes viscéralement attachés. D'autre non, part, c'est parce tout que cette l'inverse, position est elle parfaitement rend honneur à cohérente l'ONU. avec celle de la France, pays du monde qui a sans doute fait le plus l'année dernière pour la cause du peuple palestinien en refusant que le camp de la guerre ne l'emporte sur celui de la paix. En refusant d'une part que les extrémistes en Israël nient le droit du peuple palestinien à se tenir debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines. Et en condamnant aujourd'hui avec 84 autres pays les décisions récentes du gouvernement israélien en Cisjordanie. Attention, on condamne. Mais on va rien faire, mais on condamne. Aussi que le Hamas et tous ses soutiens contestent le droit d'Israël à l'existence et à la sécurité. Le Hamas qui doit être condamné, désarmé, exclu de toute participation à l'avenir de la Palestine. J'aime bien parce que si on écoute Jean-Noël Barrot, on pourra agir contre Israël quand ils auront définitivement annexé tout le Moyen-Orient. Surprise est venu au secours de Madame Albanese. Madame la députée, l'année dernière, en reconnaissant l'État de Palestine, la France a fait renaître un espoir, celui de deux États reconnus et respectés dans leurs droits, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Madame la députée, cet espoir, je refuse et je refuserai toujours que des discours de haine, d'où qu'ils viennent, puissent le fragiliser. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On n'oublie pas, c'est la France insoumise, la haine, et pas du tout Jean-Noël Barrot. Madame Valérie Rossi pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Le réseau routier des vallées alpines arrive à saturation. Dans mon département des Hautes-Alpes, l'axe structurant de la RN 94 supporte en période hivernale jusqu'à 1400 véhicules par heure et apparaît aujourd'hui sous-dimensionné. Le phénomène n'est pas nouveau, certes, mais il s'amplifie. Des applications de navigation orientent massivement les automobilistes vers des routes secondaires de montagne qui sont complètement inadaptées à un tel flux. Ces conditions entraînent un risque important en cas d'avalanche ou d'accident. Il devient impossible pour les secours d'intervenir efficacement sur la route ou dans les villages traversés. À ce stade, j'ai une pensée pour les 28 personnes décédées dans les avalanches depuis le début de la saison hivernale.
Nous sommes donc dès à présent au seuil de nos capacités. Avec 16 médailles à ce jour, un record pour les JO d'hiver, je tiens à les féliciter. Les JOP 2030 seront très attractifs et la tension ne pourra que s'accentuer sur les routes. Le développement du transport ferroviaire est indispensable pour résoudre la pression sur les axes routiers. Nous comptons fermement sur les projets et les commandes de rames de train de nuit. Néanmoins, il est indispensable de continuer à sécuriser les axes stratégiques d'accès aux vallées. En parenthèse, l'État a mis en place le dispositif Recita, un système de régulation intelligent visant à maîtriser les flux et éviter la saturation des zones sensibles. Monsieur le ministre, quel est le retour d'expérience du gouvernement sur l'efficacité de ce dispositif, sa capacité à fluidifier le trafic et à sécuriser les usagers? Le gouvernement a-t-il envisagé de le généraliser et de l'amplifier sur d'autres axes alpins structurants, notamment dans le département des Hautes-Alpes? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Tabarot, ministre en charge des Transports. Mais c'est pavlovien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Rossi, le gouvernement partage pleinement les enjeux de sécurité et de fluidité auxquels sont confrontés nos concitoyens et particulièrement dans votre département des Hautes-Alpes. Bien préparer les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030 implique de relever deux défis. À la fois organiser un événement à la hauteur des standards et laisser un héritage qui soit utile et qui soit durable pour les territoires. Les mobilités sont au cœur de cette double ambition. Dans ce contexte, vous le savez, nous avons engagé un programme d'investissement sans précédent de 532 millions d'euros pour moderniser les infrastructures de transport des Hautes-Alpes. Engagement formalisé dans l'avenant du contrat de plan État-région et notamment sur la ligne ferroviaire Marseille-Briançon. Et concernant les matériels pour le train de nuit Paris-Briançon, comme je vous l'ai affirmé ce matin, ils seront commandés dans les semaines à venir par rapport au budget qui a été voté enfin, je dirais, pour notre pays. Sur le volet routier, 190 millions d'euros sont mobilisés, tout particulièrement au bénéfice de Gap, Briançon, Montgenèvre. Sur la RN 94, 85 millions d'euros vont être investis pour régénérer l'axe, le sécuriser et améliorer la résilience face aux risques naturels. Le département des Hautes-Alpes également prend sa part, soutenu par l'État et la région qui vont contribuer de manière exceptionnelle à 55 millions d'euros supplémentaires. Enfin, vous évoquez ce dispositif Recita qui est mis en œuvre en Savoie. Même si les configurations ne sont pas les mêmes, cet exemple est bien identifié par nos services qui étudient son fonctionnement pour s'en inspirer. Voilà, comme le dit si bien ma collègue Marina Ferrari, l'héritage des Jeux 2030, ce sera précisément cela, des infrastructures de transport au service des vallées alpines qui ont été tenues à l'écart des grands investissements et longtemps à l'enclavement, trop longtemps. C'est notre engagement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Les JO, c'est une chose et il y a les habitants qui vivent là à l'année, dans l'héritage, effectivement. Monsieur le ministre, je sais que vous aimez la région, le département des Hautes-Alpes. Nous vous attendons sur le territoire pour venir avec nous annoncer vos projets et vérifier les difficultés qui sont les nôtres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Guillaume Lepers pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière, la tempête Nils a traversé la moitié sud de la France, occasionnant de nombreux dégâts sur son passage. En Lot-et-Garonne, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité, sans chauffage, parfois même sans eau courante et surtout sans information pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui encore, le courant n'est pas rétabli partout. Dans le même temps, des crues exceptionnelles du Lot et surtout de la Garonne ont amené à l'évacuation en urgence de plus de 1500 personnes. À l'heure où je vous parle, l'eau continue de monter à Marmande, Tonneins, Aiguillon ou Agen. Une semaine après la tempête, nous sommes donc encore loin de voir le bout du tunnel. Je souhaite bien sûr remercier nos pompiers, nos forces de sécurité, les services de l'État et des collectivités, les élus locaux, ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Je voudrais avoir une pensée particulière pour le tissu économique de notre territoire, les entreprises et les artisans dont les ateliers sont sous l'eau, qui ont perdu leur stock et dont l'activité est à l'arrêt. Les agriculteurs dans notre département, verger de la France, qui ont vu leurs serres s'envoler, leurs arbres tomber, leurs semis disparaître. Mais aussi les collectivités qui ont dû assumer les mesures d'urgence et qui vont avoir la lourde charge
de reconstruire. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé la reconnaissance prochaine de l'état de catastrophe naturelle. Je salue cette décision, mais je vous demande que les arrêtés soient pris rapidement afin d'accélérer les processus d'indemnisation. Par ailleurs, pouvez-vous m'indiquer si le déblocage d'un fonds d'urgence est envisagé pour soutenir l'économie locale et les collectivités de Lot-et-Garonne? Cela semblerait indispensable non seulement pour reconstruire, mais aussi pour mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d'anticiper ces phénomènes climatiques de plus en plus récurrents. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Lepers, je sais, je mesure le rôle des élus locaux notamment, et vous en êtes un, face à des situations comme celle-là. Et après que Mathieu Lefèvre l'a fait tout à l'heure, je tiens à mon tour véritablement à saluer le rôle des élus, le rôle de nos forces de sécurité, le rôle de nos pompiers, des associations, des bénévoles qui sont mobilisés pour venir en secours aux victimes. Et je sais que les élus locaux sont souvent la première épaule sur laquelle on se penche dans des moments aussi difficiles ou parfois qu'ils sont le réceptacle de la colère. Et face à cette situation, vous l'avez dit, le Premier ministre a demandé que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle soit reconnue dans les meilleurs délais et le plus rapidement possible. Et je vous confirme que le gouvernement a la volonté de prendre ces arrêtés dans les prochains jours et en tout cas aller le plus vite possible, car face à la détresse de la population, de nos concitoyens, nos entreprises, nos collectivités, il faut qu'elles puissent faire jouer au plus tôt leurs assurances. Vous nous interrogez aussi sur la question de la mobilisation supplémentaire des moyens financiers de l'État pour nos acteurs économiques, agricoles et nos collectivités. Je crois qu'il est absolument nécessaire de mesurer l'ampleur des dégâts et que nous estimons aujourd'hui sans doute à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Avec Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, nous disposons d'un certain nombre de dispositifs qui pourront accompagner le monde agricole. Et bien évidemment, monsieur le député, comme vous le soulignez, dans votre département du Lot-et-Garonne, comme dans tous les autres départements qui sont aujourd'hui touchés par la tempête Nils, l'État sera présent pour accompagner nos sinistrés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Delphine Batho pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, 3 questions précises. Premièrement, au sujet de la proposition de loi Duplon 2, qui veut à nouveau autoriser en France le poison des néonicotinoïdes, acétamipride, flupyradifurone, le Premier ministre a déclaré « si elle peut résoudre certains problèmes, elle en pose aussi d'autres ». La porte-parole du gouvernement a expliqué, je cite, « on ne peut pas faire comme si une pétition n'avait pas réuni 2 millions de signataires ». Mais lors du débat ici même sur cette pétition, la ministre de l'Agriculture a déclaré qu'elle regardait la proposition de loi Duplon avec, je cite, « bienveillance et sans tabou ». Pouvons-nous avoir la clarté sur la position du gouvernement? Deuxièmement, la justice a reconnu la responsabilité de l'État dans le préjudice écologique posé par les pesticides. Cette décision justice pour le vivant oblige à communiquer d'ici le 3 mars le calendrier de réexamen de toutes les autorisations des pesticides qui n'ont pas pris en compte le dernier état des connaissances scientifiques. Le gouvernement va-t-il respecter cette obligation? Troisièmement, quelle est la position de la France sur le paquet omnibus européen qui prévoit d'autoriser les pesticides ad vitam aeternam, c'est-à-dire que des substances comme le glyphosate, l'acétamipride, des pesticides contenant des PFAS et d'autres perturbateurs endocriniens ou cancérigènes ne seraient plus autorisés pour une durée limitée comme c'est le cas actuellement, mais pour l'éternité, peu importe la toxicité pour la santé et la biodiversité. Pire, sans le moindre débat démocratique, il est question d'un abandon total de notre souveraineté, à savoir que l'ANSES et notre pays n'auraient plus leur mot à dire sur les pesticides utilisés sur notre sol. C'est le principe de l'Union européenne, nous piquer de plus en plus de compétences avec le temps. Cette réforme dangereuse. Merci beaucoup, Madame la députée. Le monde s'est dédoublé. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture.
on ne perçoit plus les choses comme des choses réelles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre. Merci pour cette question sur un sujet qui est décidément inépuisable dans cet hémicycle, mais sur lequel un peu comme il y a ta mauvaise toujours foi. beaucoup à dire. Alors tout d'abord, pour clarifier la position du gouvernement quant à l'introduction, la réintroduction dans le projet de loi d'urgence agricole de la proposition des sénateurs Duplon et Menonville, voici ce qu'a dit le Premier ministre par la voix de la porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre a dit très clairement que la réintroduction de l'acétamipride ne figurerait pas dans la proposition de loi émanant du gouvernement. Je n'ai pas dit autre chose. Vous m'avez interrogé sur le fond de la proposition de la loi Duplon-Menonville. Personne n'ignore la position qui a été la mienne sur un sujet qui n'est pas scientifique, puisque, je le rappelle, ni l'EFSA ni l'ANSES ne se sont prononcés contre l'usage de cette substance. Ce n'est pas non plus un sujet juridique, puisque le Conseil constitutionnel, à 2 reprises, en 2020 en 2025, a très clairement exprimé qu'il y avait un chemin, certes ténu, mais qu'il y en avait un. En réalité, ce sujet, il est politique, et depuis la pétition qui a réuni 2 millions de personnes, c'est à l'évidence un sujet politique. Pour autant, mon rôle est de trouver des solutions pour des filières qui sont en impasse de traitement, comme c'est le cas de la noisette. L'INRAE le dit très clairement dans le rapport que j'ai commandé, ou en difficulté de solutions immédiates et pas avant plusieurs années. 10 ans, donc ce sujet, il demeure pendant pour nos agriculteurs. C'est une évidence. Mais je voudrais dire que la France est engagée dans une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires qui ont été réduits de moitié, 49%. C'est une réalité. Et les substances les plus dangereuses ont été éliminées. C'est aussi une réalité parfaitement renseignée. Pour le reste, Madame la Ministre, nous aurons... Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et je vous indique d'ailleurs que la nouvelle pétition a franchi le seuil de 300 000 signataires sur le site de l'Assemblée nationale, et donc elle sera évidemment prise en compte dans les prochains débats. La parole est à présent à Madame Sophie Maître sur le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le Sud-Gironde et l'Ouest de la France sont en situation d'urgence absolue. J'associe à cette question Erwan Balanant et Philippe Bolo, ainsi que tous mes collègues dont les circonscriptions sont concernées. Je veux avoir ici une pensée pour les familles des personnes décédées lors de ces événements. Ensuite, je veux saluer la mobilisation exemplaire des maires, des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre, des agents publics et des bénévoles engagés sans relâche, ainsi que les services de l'État. La montée exceptionnelle des eaux de la Garonne a provoqué des débordements majeurs à Cadillac-sur-Garonne, à Bari, village complètement isolé, à Sainte-Croix-du-Mont, à Langon, à La Réole. En Gironde et en Lot-et-Garonne, près de 1600 personnes ont été évacuées. Des centaines de foyers restent encore privés d'électricité et de réseau. Et la décrue demeure fragile. Sachons d'abord répondre à l'urgence, portons-nous au secours des sinistrés et reconnaissons rapidement l'état de catastrophe naturelle. Dans un second temps, regardons avec lucidité les enseignements que nous devons tirer 5 ans après de ces événements qui nous rappellent étrangement 2021. Sur le régime de catastrophe naturelle, des évolutions financières ont été actées avec le budget 2025. Mais il faut s'interroger sur la nécessité de repenser ce régime d'assurance alors que ces phénomènes climatiques vont se multiplier et s'intensifier. Il en va de sa pérennité. Sur la prévention, il nous faut investir dans l'entretien des digues et des cours d'eau, mais aussi aménager des retenues d'eau, simplifier les procédures. C'est l'objet d'une proposition de loi issue du Sénat que nous défendrons prochainement avec notre groupe. Sur la GEMAPI, en soutien aux intercommunalités, il est sans doute nécessaire de clarifier le cadre de gouvernance et de mieux penser la solidarité entre territoires amont et aval. Dernier point, donnons-nous enfin les capacités de stocker l'eau en période de crue pour limiter les inondations en aval et sécuriser l'irrigation agricole en période de sécheresse. Monsieur le ministre, quelles actions comptez-vous mettre en œuvre en ce sens pour la résilience de nos territoires ?
Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Mathieu Lefèvre, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Met, je tiens d'abord à saluer votre travail et l'implication de l'ensemble des élus girondins pour un territoire qui est particulièrement frappé, qui est aujourd'hui encore en vigilance rouge. Et cette question me donne aussi l'opportunité de dire que malheureusement l'épisode est loin d'être terminé et il faut donc que nos concitoyens respectent avec la plus grande prudence les consignes de vigilance. Rappelez également le rôle des élus locaux dans votre territoire qui est, comme partout ailleurs, absolument essentiel. J'en profite pour vous remercier d'avoir bien voulu inscrire, que le président Fesneau ait bien voulu inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 26 mars prochain la proposition de loi des sénateurs Roux et Rapin qui va permettre de faire deux choses extrêmement concrètes, de lever tous les freins, toutes les procédures administratives complexes pour reconstruire ou construire des ouvrages de protection hydraulique et des solutions fondées sur la nature qui permettent de désimperméabiliser les sols. Ensuite, s'agissant au cas particulier de la Gironde, Madame la députée, le gouvernement agit et l'État, avec le fonds Barnier, qui a été maintenu à un niveau historique de 300 millions d'euros dans la loi de finances, va investir près de 35 millions d'euros dans les années à venir, à la fois pour rénover, réhabiliter la digue d'Ambe. Il y a 4 PAPI, 4 programmes d'action et de prévention des inondations qui sont en cours, en bonne intelligence avec les élus locaux. L'État continuera également à financer les actions de prévention et d'adaptation via le fonds vert. 17 ont été menées depuis 2023. Il y a évidemment les politiques nationales, mais moi je crois fondamentalement que les solutions doivent être différenciées, regardées au cas particulier, au cas d'espèce, au plan local. Et puis, il faut aussi collectivement qu'on arrive à penser la résilience de la nation, non pas pour ne plus que ces événements adviennent, parce qu'ils continueront à advenir, mais pour continuer à y faire face collectivement, à être mieux préparés et à mieux anticiper ce type d'événements. Merci de votre implication. Merci beaucoup, C'est con, Monsieur on le aurait pu ministre. avoir des ministres qui La nous parole auraient est à dit, Monsieur Paul Mola on n'aura pour plus le besoin groupe d'investir Yacht. Merci Madame la Présidente. dans Ma ces question fonds-là, s'adresse puisqu'il à n'y aura Madame plus la jamais de ministre de catastrophe l'Agriculture. écologique. Je voudrais vous interroger sur les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Ces mesures sont plébiscitées par les agriculteurs. Elles permettent de faire évoluer les pratiques vers des systèmes plus résilients, plus respectueux de l'environnement, tout en restant compétitifs. Elles sont très utilisées également par les agriculteurs bio. Autrefois, à la main des régions, elles ont été reprises par le ministère de l'Agriculture et ont subi des retards de paiement. Je vous avais interrogé à ce sujet l'année dernière. En Bretagne, elles sont financées majoritairement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et sont des outils essentiels pour enrayer la pollution. Aujourd'hui, votre ministère envisagerait de réduire les durées d'engagement de 5 à 3 ans et fermerait certains dispositifs, ce qui, bien sûr, nous inquiète. Vous le savez, Madame la Ministre, un nouvel équipement acheté, par exemple, pour changer les pratiques, s'amortit sur 7 ans. Minimum. 3 ans, c'est court. De plus, vous êtes en ce moment dans les discussions de la PAC post-2027 à l'échelle européenne. Nous pensons qu'il est tout à fait possible d'intégrer des MAEC dans la future architecture verte post-2027. Cependant, la Commission demande que les États membres cofinancent à hauteur de 30% ces mesures et non plus un financement total. Ma question est donc simple. Quelle sera la place des MAEC à court et moyen terme dans les politiques agricoles de ce gouvernement et comment le gouvernement prévoit-il de les financer? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac. La baisse du budget des mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, dans le PLF 2026 par rapport à 2025 ne signifie pas une baisse de l'ambition, mais correspond à un ajustement naturel du dispositif. En effet, les MAEC, et vous l'avez dit, sont une mesure pluriannuelle. Par exemple, si un bénéficiaire s'engage en MAEC en 2023, son engagement dure jusqu'en 2027. La période de programmation actuelle est de 23 à 2027. Traditionnellement, la demande est toujours plus forte en début de programmation, car il y a un réengagement des demandeurs d'une programmation sur l'autre. Par conséquent, comme nous arrivons en fin de programmation, le budget des MAEC a été ajusté en conséquence. Les 3 premières années ont connu un engouement exceptionnel qui a nécessité d'abonder les crédits. Je tiens à rappeler que le gouvernement avait pleinement pris en compte l'engouement pour les MAEC en abondant l'enveloppe de 33 millions d'euros. En 2025, j'avais pris cette décision pour répondre précisément
à votre préoccupation légitime. Cet argent, cette somme était dédiée aux herbivores et aux zones intermédiaires pour soutenir les élevages qui favorisent la production à l'herbe et accompagner la transition du modèle agricole dans les zones intermédiaires. Nous entrons maintenant dans une phase d'ajustement naturel du dispositif avec des contractualisations plus ciblées et une stabilisation des besoins. Vous m'interrogez sur la prochaine programmation. Je suis, comme vous, préoccupée par l'obligation de fournir 30% à des politiques qui jusque-là étaient financées à 100% par des crédits européens. C'est un sujet qui fait l'objet de rudes négociations avec la Commission. Et par ailleurs, pour ce qui est de la future PAC, eh bien, c'est tout l'objet des mois de négociation que nous allons avoir jusqu'à l'adoption définitive. Mais je ne manquerai pas de consulter les parlementaires engagés tels que vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, effectivement, les MAEC ont eu des conséquences importantes, par exemple sur la production de légumineuses avec des herbes qui nous permettent de nous passer, par exemple, de soja qui est importé d'un grand pays que nous connaissons bien, le Brésil, par exemple. Donc les MAEC sont vraiment vertueuses. On va en importer encore plus. Et j'ajouterais que, Madame la Ministre, vous aurez sans doute besoin des parlementaires, effectivement, pour expliquer à Bruxelles un certain nombre de choses. Et donc, vous pouvez certainement, sur ces questions-là, compter sur bon nombre d'entre nous pour appuyer et faire que Bruxelles puisse entendre c'est une tenue d'indépendantiste breton. Merci beaucoup, monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprend à 15h. À tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Côté Assemblée nationale, on va passer du côté du Sénat, nous en live d'ici quelques instants. On changera de VOD pour YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, décidément, l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire, et c'est pas pour caricaturer et faire de mauvais traits d'esprit, bien sûr, mais elle nage aujourd'hui. Clairement, les questions, ça allait pas du tout. Les questions comme les réponses. Entre la mauvaise foi, les fake news et les tentatives de retournement... Oh là 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 là. Non, c'est parce qu'en fait, c'est le format qui change. Parce que pendant les questions d'actualité au gouvernement, on est en format 4/3. Et en dehors de ça, on est en format 16/9. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le changement de caméra à la fin. Il y a un dispositif spécial pour les QAG. Je crois que ça vient du règlement de l'Assemblée nationale. Mais du coup, c'est 4/3 pour le format de diffusion et donc je m'adapte en stream pour diffuser en 4/3 voilà, mais mais t'as pas connu ça, mais moi j'ai connu ce temps-là où les télés étaient en 4/3 Le 4/3 c'était la référence française mondiale diffusée par tout le monde, partout dans le monde, de diffusion de vidéos. C'est ensuite les Japonais qui sont arrivés avec le format 16/9 au début des années 2000, mais avant c'était le 4/3 qui était présent partout. Voilà, donc on voit encore des reliquats de ce format français qui a tant fait, qui s'est tant diffusé dans le monde, à l'instar du Minitel, mais qui aujourd'hui n'est plus qu'une relique d'une gloire passée. Bref, on s'est un peu écarté du sujet. YouTube, j'espère que tu auras apprécié cette VOD et que tu tiens bon face à la pluie, face aux intempéries. C'est compliqué pour beaucoup de monde et si vous avez des difficultés, eh bien, je suis derrière vous pour que ça se passe bien. Voilà, je suis de tout cœur avec vous pour que vous puissiez vous en sortir indemne. Voilà. On se retrouve du coup bientôt pour de prochaines VOD. En tout cas, celle du Sénat sort demain. Avant de partir, pensez à mettre un pouce bleu, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour mettre en avant mon contenu et que d'autres puissent le découvrir. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien